Le Bikingman Originora a rendu son verdict. Bienvenue dans votre émission La Finish Line. On va donc débriefer ce Bikingman Origin Aura 2023 avec nos invités. Vous connaissez maintenant le format. À mes côtés, il y a bien sûr Axel, le fondateur du Bikingman. Salut Axel. Salut Cédric. En forme? Toujours. Enfin, récupérer quand même des deux nuits précédentes qui furent compliquées. Comme d'hab. On sait à quel point ça demande de l'énergie de s'occuper du Bikingman. Et puis à nos côtés, deux invités exceptionnels. Emilien Motet, le vainqueur. Salut Emilien. Salut. En forme, ça va la récup? Récupéré, dormi beaucoup, longtemps, presque tout neuf. Non, encore quelques douleurs, mais tout va bien. Et à tes côtés, pour la première fois, nous avons Cyril Vallon, le maire de Beaumont-les-Valences, puisqu'on vous le rappelle, c'est ici qu'a eu lieu le départ et les arrivées de ce Bikingman. Bonjour Cyril. Bonjour, tout va bien. J'ai récupéré aussi de ma nuit de suivi du vainqueur. Félicitations. Parce que là, franchement, vous y êtes allé. Et il y en avait derrière vous en plus. Mais là, bravo, bravo, bravo. Combien de minutes de sommeil, là? Sur les 3 jours, 2 jours? J'ai dormi une petite heure, 55 minutes. Mais j'avais fait une bonne nuit de dimanche à lundi. Ça compte aussi, en fait. C'est du sommeil pris en avance. Et 55 minutes sur les 40. C'est quoi une bonne nuit de dimanche à lundi? 6 heures. Ouais. Ah ouais, non, mais... C'est pas mal. Pour un réveil à 4 heures du matin, ouais, j'étais très content de moi. Ouais. Félicitations, vraiment, bravo. Ça vous impressionne? Vous êtes devenu fan, Cyril? Moi, je suis un fan. On est plusieurs élus à suivre à fond. Là, je fais un coucou à Stéphane Picot, le conseiller délégué au sport, et Virginie, l'adjointe au sport aussi. Parce que franchement, on en parlait hier soir encore en réunion. On est à fond, on suit. Il y en a qui étaient là au départ à 5 h du matin. Ouais, même un petit peu avant, à 4h30, parce que 5 h, c'est voilà. le départ de la première vague. Non, je vous remercierai toujours, jamais autant, parce que quand vous êtes venu me voir il y a 3 ans, 2 ans et demi, en disant, bon, ben allez, on choisit Beaumont, c'est proche de Valence, on y va. Mais c'est quoi le Bikingman? C'est ça, vous l'avez vu de près. Et là maintenant, on vit Bikingman, le mois d'août à Beaumont, c'est Bikingman. Et l'inscription alors? Alors l'inscription, dans vos rêves. Disons que je pense que c'est pas fait. Il faut s'entraîner quand même. Faut pas Voilà. Alors moi, je m'entraîne sur Internet. Je les suis. C'est très bien. Je mets mes bonnes lunettes. Je suis sur le site Internet Bikingman est très bien fait. On peut suivre. On voit l'altitude. On voit tout. C'est super. Alors vous disiez, il faut s'entraîner. Emilien, puisqu'on en a discuté un petit peu, t'as pas fait de programme spécifique d'entraînement. Raconte-nous un peu comment t'as préparé cette course. C'est rouler beaucoup en fait. Enfin. C'est quand il y a envie, on va rouler. S'il y a du temps entre midi et 2, on va rouler. S'il y a du temps le soir, on va rouler. Le week-end, on fait quoi? On va rouler. Non, mais je suis bien sur un vélo. Donc je vais pas essayer de faire des exercices sur un vélo. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je trouve que le vélo, en fait, par lui-même, le sport, enfin des fois ça monte. Donc tu vas forcer plus, redescendre, te relâcher. Et c'est accumuler des kilomètres et du plaisir en fait. Enfin, même là, vu que le Bikingman arrivait, j'ai fait une semaine un peu plus légère. Et rien que ça, en fait, t'as envie de remonter sur le vélo parce qu'il y a un manque. Donc, Ça t'a suffi en tout cas pour le gagner en 47 heures, 37 minutes. On rappelle ton temps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé globalement ta course? Globalement, c'était donc départ, j'ai dû prendre la 9e vague. Je crois que je suis parti à 5h09. Essayer de gagner quelques minutes de nuit en moins. C'était aussi stratégique pour ne pas se presser, dormir quelques minutes de plus aussi. Et après partir assez fort. Partir fort parce que je connaissais la montée du Gerbier, le lac de Saint-Martial. Oui, c'est magnifique d'ailleurs. Ouais. C'est en plus arriver sur le lac avec les photos d'Axel. Enfin. Moi, c'est des souvenirs aussi d'enfance parce que quand j'étais petit, j'avais été en famille vers ce lac-là. Enfin, il y avait aussi les monts ardéchois
Là aussi, en fait, c'était très émotionnel comme course, parce que j'ai l'art des choses l'année dernière. C'est des super souvenirs. Et donc, en fait, T'avais des flashs comme ça. Ouais, carrément. Ouais, tu retrouves, c'est des émotions, c'est bien. Et tu développes ton effort. J'ai rattrapé assez vite la tête de course. J'avoue que j'ai essayé de faire en sorte que personne suive parce que je voulais être tout seul. Justement, parce qu'on a discuté un peu avec les poursuivants, ils essayaient de. Notamment Loris. Notamment Loris qui essayait de te coller et il me disait à chaque fois, il nous mettait une accélération. Ouais, C'est intéressant ça. Vous vouliez être seul. Ouais, j'ai pas envie de discuter. Hein. Oui, c'est votre aventure. Ouais, c'est ça. Et puis, comme j'ai vu que je pouvais être seul en tête, donc c'était à peu près l'idée de mener ma course et en fait de pas être dépendant de qui y a devant. Et après, en fait, qui y a derrière, ça me préoccupait pas. Donc, peut-être sur le CP2 où j'aurais peut-être dormi plus, il y avait encore eu plus de temps. Et s'accorder le luxe d'une chambre d'hôtel quand même. Hein. Ouais. 45 minutes. Ouais. Mais ça, c'est une stratégie qui est rare quand même. Parce que Les sur le premiers, CP, on voit jamais faire. on voit jamais rarement des premiers qui ont, entre guillemets, l'intelligence de faire ce que tu as fait. C'est-à-dire de regarder où sont les concurrents, les poursuivants et prendre le temps du coup pour toi pour récupérer et donner le maximum de cartouches, entre guillemets, pour la suite, quoi. Exactement. Au CP2, j'avais l'info qu'il y avait 50 km. Donc, je m'étais dit 2 heures max de pause. En fait, déjà de répondre aux questions médias, ça prend quelques instants, de manger ses pâtes aussi, et douche, dormir. Ça a tenu dans les 2 heures. Donc, Oui, puis derrière le CP2, je crois qu'il y avait quand même du plat. C'était très très plat derrière le CP2. Il y avait beaucoup à manger, ouais. Le Grand Colombier. Le col de porte et le Notamment. Grand Colombier. Col de porte. Ouais. Mais aussi, sur la première partie, le fait qu'il y avait un vent, je pense que ça m'a aussi aidé. Je suis pas le meilleur grimpeur, je suis assez lourd. Mais après, sur le vent... T'en as pas trop souffert parce que les retours qu'on a eu, c'est que ça a été difficile. Mais je me dis que si je souffre, il y en a qui doivent souffrir plus. Donc ça me dérangeait pas en fait de creuser, de forcer là, parce que je me disais que ça allait être des écarts qui allaient être bénéfiques pour moi plus tard. Et pour revenir à la dernière portion, après le CP2, comment t'as géré avec toute la fatigue accumulée? C'est l'heure de la portion après le CP2, comment t'as géré avec toute la fatigue accumulée? C'est l'heure de sommeil, t'as fait beaucoup de bien, j'imagine. Ouais, mais je me suis pas senti fatigué en fait. Je suis reparti pour 350 bornes. C'est pas grand chose en fait. 350 bornes pour tous les participants du Biking Man. Ça dépend, il y a quoi dans ces 350 bornes? Ouais, oui. 7005, 350. Le dénivelé. Ça fait une grosse journée. Et d'avoir dormi, levé, j'avais un reset en fait. Donc, Et ça a permis de découper ton effort. Ouais. C'est ça en fait. Tu repars pour 350 km. En fait, il n'y a rien d'insurmontable. Donc, patiemment. En plus, j'ai pu repartir en tête. Donc, j'ai vu que je creusais. Donc, pas de stress à avoir. On est prudent. Un plan qui s'est déroulé sans accroc. Oui, c'est ça. Bravo, bravo, vraiment. Mais vous êtes de la région? Actuellement, je vis à Clermont-Ferrand. Ah oui. Donc, je suis passé pas trop loin de chez moi. J'ai grandi dans le Rouennais. Donc là aussi. D'accord. Il connaît un petit peu. Vers Neulise, Noir-Étable, pareil. De la famille en Haute-Loire, donc le Gerbier pas loin. Et le Puy-Marie, il est pas si loin de Clermont aussi. Donc, Et vous connaissiez le Vercors et la Chartreuse avant? j'ai fait mes études à Grenoble. Donc j'avais déjà. Pas si souvent, mais ouais, j'étais déjà allé dans le Vercors. C'est magnifique. La Chartreuse. Axel, alors, qu'est-ce que tu en penses de la performance de Emilien? Au-delà de la performance, parce qu'il a fait une performance extraordinaire, moi je trouve très intéressant de découvrir en fait Emilien. Parce que quand on l'a vu pendant la course, il était ultra concentré. Vraiment ultra concentré. À chaque fois qu'on l'a croisé, c'était visage fermé, concentré sur sa course. Et pour les gens qui nous écoutent, parce que souvent on mélange performance et ignorance, dans le sens c'est de la performance donc il voit rien. Les premières choses qu'il nous a décrites quand il est arrivé sur la finish, il a décrit plein d'ingrédients qu'il a vus sur le parcours, des choses qui l'ont touché. Et je trouve ça super parce que ça montre que tu peux allier à la fois une sortie de course rapide, parce que pour le coup, moins de 48 heures pour faire 1000 bornes, ça reste une performance extraordinaire, mais tout en captant plein d'infos, d'ingrédients, du parcours, de saveurs, de senteurs. Je trouve ça super, quoi. Ça me touche parce que souvent, on imagine que les leaders, ils voient rien et qu'ils ferment les yeux.
Au final, c'est juste une question de perspective et de point de vue, puisqu'il a. Je sais pas si tu te souviens de ce qu'il nous a livré comme témoignage, mais il était à la fois super lucide, super précis sur des choses qu'il a pu voir et des éléments de course qui l'ont marqué. Donc je trouve ça super, parce que ça prouve que quand tu as les yeux ouverts, au-delà de la performance, tu peux quand même absorber plein de choses. On est là pour profiter, ça serait dommage quand même. Sinon, il faut faire du home trainer. Mais tu arrives quand même à garder un peu de lucidité pour regarder les paysages ou Ouais. je sais pas, t'en imprégner. Il faut, enfin, les montées sont difficiles, donc si tu lèves pas la tête, de regarder ta roue avant ou ton compteur, ça peut être long. Enfin, on a la chance d'être en pleine nature, dans des lieux magnifiques. Enfin, Le Grand Colombier, par exemple, t'as pas posé le pied à terre, on est d'accord. on est d'accord. Ouais. Ben, Il fait partie des rares. ça fait partie aussi du défi. Enfin, C'est une question de fierté. Oh là là. fierté, ça serait mal placé, mais Oui. t'es là. Enfin, ouais, c'est un petit défi comme un autre. On ne pose pas le pied à terre et on ne pose pas le pied à terre. On avance. Vous êtes déjà allé dans le Grand Colombier, Cyril? Non. Mais ça fait envie, Vous c'est avez ce l'air que de je le connaître. disais. C'est ce que je disais. Bah, j'ai suivi plusieurs fois. Oui, en effet, c'est vraiment un pourcentage de montée là qui est assez impressionnant. Je sais pas quel est le plus Ça va pentu. jusqu'à 20%. Ouais, un peu 20%, plus, ouais. il me semble. 22, 23, ouais. Et donc oui, c'est vrai que j'ai vu parce que vous faites des résumés très bien également chaque jour. Et dans ces résumés, on voit qu'il y en a qui ont dû poser le pied par terre. Franchement, je les comprends sans problème. Il n'y a pas de jugement de ma Tout le part. monde les comprend ici. Ah oui, Mais la c'est nature, clair. c'est vrai que c'est une forme de nourriture. La région est magnifique. Et nourrir en énergie, en contemplation, la contemplation fait partie également de la nourriture énergétique qu'on peut prendre à travers ces courses-là. Et le Biking Man, ça donne la banane. Bravo. Et, La Ouais. plupart des endroits où passe le Bikeman, vous les avez déjà vus de vos propres yeux? Je connais beaucoup d'endroits, oui, le lac de Saint-Martial, le mont Gerbier de Jonc, les volcans d'Auvergne, la Chartreuse, et je connais beaucoup le Vercors. Et c'est vrai que quand j'ai vu les dénivelés à la fin sur les 300, moi j'aime bien ce qu'il nous dit là, Monsieur Motet. Oh, il restait que 350 km. Oui, mais on parle pas du dénivelé. Vous avez vu les dénivelés qu'il y avait à la fin? Trilogie de la Chartreuse. Trilogie ensuite avec l'école de machines, bataille Oui. Et les mouches. et les mouches. Les mouches. Enfin, non, c'était Avec aussi ça. ouais, c'est ça. Oui, oui. Machines, bataille, les mouches. Avec l'accès aussi par les gorges du Nord, Aussi. depuis Cognac. Ouais. Qui est pas cadeau, hein, parce que pour monter jusqu'au croisement, pour après redescendre sur Presles, là, c'est. Il y a l'accès aussi au Vercors, ouais. Le nom du petit village, tu m'en as parlé hier. De Pont-en-Royan. Pont-Royan. Ouais. Ah, c'est beau. Pour rejoindre Pont-en-Royan, il faut quand même Magnifique. monter par, Oui. par Cognac-les-Gorges, et Cognac, c'est aussi un col. Hein. Très sérieux. Oui, puis vous avez longé également le lac du Bourget. Exact. Ah, Très là, beau. c'est très beau aussi. Très beau, mais ça manquait un peu d'eau. c'est le moment où j'ai manqué d'eau, où j'ai trouvé des toilettes publiques, où j'ai du mal à remplir mes bidons. Ils étaient trop faibles. Ah, J'avais des bidons trop hauts. Mais c'était très beau le lac du Bourget aussi. Ouais. Mais c'était une portion chaude Oui. lundi et mardi. Mercredi, ça devait être pire. Tu évoquais le ravitaillement d'ailleurs. J'avais remarqué que tu avais amené beaucoup de nourriture dans tes poches arrière. Comment tu as géré toi tes ravitaillements? Donc j'avais pour objectif d'être autonome en nourriture. Je visais de faire une 50aine d'heures. Je me disais 2 bars par heure. Donc je voulais prendre 100 bars, mais j'ai pas pris 100 bars parce que déjà ça a débordé sur le début. J'ai dû en prendre. C'est vrai que le maillot était J'ai tout fait le temps j'ai gavé fait de le petit matos. petit poussé. Mais j'avais une 70 bars. Donc 2,5 kg de bouffe sur moi, quoi. Et en nourriture solide, c'était uniquement checkpoint donc. Parce Parce qu'on t'a vu au checkpoint manger les pâtes avec envie. Ah bah. 2 portions. 2 portions, Avaler. ouais, pour aller 2 fois plus vite. Le solide, c'était qu'au checkpoint donc. Qu'au checkpoint, et j'ai fait 2 pauses boulangerie pour le plaisir. Enfin, ouais. J'en ai fait une le mardi matin à 5h juste pour l'odeur, quoi. C'était fou. ah mais ça fait partie de durer. C'est aussi parce qu'il y a du plaisir dans la course qu'on peut durer comme ça. Hein. Moi, j'en suis convaincu. Hein. Et vous avez pas souffert du froid en Auvergne? Si, mais aussi dans le Vercors. Ah oui. Les deux. Ça- Parce que c'est vrai que tu avais fait un choix d'équipement léger. Ouais. Tu n'avais pas de jambière par exemple. Pas de jambière et pas de gants. Et pas de gants, Tu vois, ouais. de pas prendre de gants, ça m'a mis 4 barres en plus.
C'était un deal assumé avec moi-même. J'étais prêt à me dire j'aurais froid, mais j'ai pu prendre 4 barres. Donc après, sur le vélo, si j'ai un peu froid, je claque des dents. C'est moi qui l'ai choisi. Et t'as claqué des dents? Non. C'est un indicateur pour savoir à quel point t'as froid. Mais non, ça allait. Puis au final, c'était les descentes qui étaient assez frisquettes. Et des descentes, ça va vite. Au final, il y a peut-être 1h30 ou 2 de froid. Donc 2 heures où tu le prends sur toi, ça passe. Je suis admiratif. Je suis vraiment admiratif. Oui. Le sens de l'effort, l'abnégation. Bravo, vraiment. On peut dire que bravo de toute façon. Est-ce qu'on peut utiliser le mot souffrance dans ces cas-là? Ou souffrance, c'est trop fort par rapport à ce que tu as ressenti? Souffrance, c'est toujours trop fort. Si je fais quelque chose du vélo, c'est moi qui le fais. Il n'y a pas d'obligation. Et s'il n'y a pas de plaisir, je ne fais pas. Là, j'ai passé 48 à faire du vélo. Ça peut paraître fou pour beaucoup. Mais il y a eu très peu de souffrance, voire pas. Même avec la fatigue, le manque de sommeil, tu arrives à garder cette notion de plaisir. Ah ouais. Même dans les descentes où tu as un peu froid, tu t'es bien. Non, il n'y a pas de souffrance. C'est pas une peine de faire ça. On m'a pas forcé. Hein. Non, parce qu'on parle souvent, ou les cyclistes parlent souvent de la douleur du vélo, dans l'école, etc. Ouais, mais donc on peut se dire que la notion de plaisir tout de suite est un peu reniée. T'apprécies l'effort. Dans le Grand Colombier, c'est l'effort. dur. Il y en a, ils vont dire que c'est de la souffrance, mais moi je suis plutôt là à dire c'est mon corps qui travaille, j'apprécie en fait l'effort que je produis. J'ai mal aux jambes, mais c'est génial parce que mes jambes me permettent de passer une pente à 20%. Oui. Ah, ça te parle, Axel? Oui, parce qu'en plus, pour le Grand Colombier, il y a très très peu de cyclistes qui osent le défier par ce côté-là, parce que précisément, il est très difficile. Notamment le Tour de France passe de l'autre versant. Tout à fait. Après, il y a aussi plein de raisons, j'imagine, logistiques, mais le fait d'arriver à se dire qu'on rejoint aussi des lieux que potentiellement tu connectes pas tous les jours avec autant aussi peu d'écart. C'est-à-dire que c'est très rare d'arriver à connecter tous ces lieux mythiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Personne fait ça. Il n'y a personne qui traverse les 11 départements de la région pour dire je vais connecter tous ces lieux mythiques du vélo, mais également pittoresques et puis agricoles, parce qu'il y a plein d'endroits qui sont super isolés et pour arriver à les rejoindre, à part à vélo... Mais même quand tu montes le parcours avant de faire le biking man, les gens ils trouvent ça long à décrire. Ils disent c'est déjà long à tout suivre, à citer les parcours, donc à faire en vélo, mais c'est fou. Mais c'est exactement ça en fait quand tu fais la liste. Il y a trop de choses presque. Ouais. Mais c'est un privilège. Donc moi je partage totalement ce qu'il dit parce que c'est exactement la vision que j'ai quand je suis sur à la fois les reconnaissances de parcours où des fois tu vois trop de choses et c'est ultra riche pour le coup. Et en mode course, c'est pareil. C'est un condensé, un élixir de ce que tu peux voir de la région en l'espace de 48 heures. Et c'est très très rare d'arriver à avoir ce temps-là cumulé pour vivre autant de choses. Parce que ça permet de se souvenir d'un territoire comme peu de gens ont l'occasion de s'en souvenir quand il s'agit de venir visiter pour la première fois la région. Parce que c'est vrai que quand je me fais la liste d'écoles dans ma tête, là, il y en a combien, au moins une vingtaine d'écoles à peu près sur le parcours. Je dis ça à la volée. Mais... Non, beaucoup plus que ça. Ouais. En termes d'ascension, je ne sais pas ce que te disait ton GPS, mais il y a au moins une quarantaine d'ascensions au total. Parce qu'il y a des cols en plus où il y a un seul col qui est décrit sur le... Je dis plus parce que pour chaque segment, il y avait une vingtaine. Donc voilà. Ça doit être autour de 60. Des cols répertoriés, tu vois. Ouais. C'est colossal. On est sur 19 000 mètres de dénivelé positif. Donc si tu pars sur des ascensions moyennes de 400 ou 500 mètres max, en moyenne... ça fait déjà un beau collier de cols. Ouais. Et puis après, il y en a plein qui sont découpés où il n'y a qu'un col décrit, mais en fait, il y en a plusieurs dans la même ascension. Tu passes par plusieurs. Bataille, par exemple, ouais. Voilà, exactement. Où là, c'est un enchaînement, effectivement. C'est un enchaînement de cols. Col, tu remontes à un autre sommet et tu remontes à un autre sommet. Moi, c'est de nuit, en fait. Ça, tu l'as fait de nuit, toi, du coup. Ouais, le col de la bataille, ça m'avait marqué. Il y avait marqué sommet à 1330, un truc comme ça. Et sommet à 10 km. Ton panneau, il est à 1260. Tu dis, je ne veux pas gagner 100 mètres de D+, en 10 km. C'est qu'à un moment donné, ça va faire des toboggans, quoi. Et pour revenir un peu sur ton parcours, c'était ta première course d'ultra, il me semble, en format 1000. Non, j'avais fait la RAF 1000 fin juin, 930.
Donc Fin juin, c'était quand même assez proche. T'as fait comment pour la récupération? un poil moins de vélo, un peu plus de course à pied. Mais c'était encore beaucoup de vélo pour le mois de juillet. Il faisait beau, donc... C'est la période où il faut sortir. Bah ouais, on va pas se reposer quand il fait beau comme ça. Enfin, on se reposera plus tard. Et donc l'objectif, c'est le championnat Biking Man. Pour cette année, je m'y prends peut-être un peu tard. Ouais. Mais C'est chaque chose en son temps. Hein. c'est ça, c'est le premier essai, bravo. Il a 28 ans, Emilien, donc il a encore de belles années devant lui de vélo, en tout cas dans l'ultra-distance. Ah, c'est bien. Et puis c'est vrai que je voulais aussi... moi, je suis toujours ému par tous ces race angels et tous ces bénévoles qui sont aussi autour de la course, parce que même si vous êtes seul dans votre épreuve physique, mentale, morale, tout, il y a aussi tous ces bénévoles, ces gens qui sont sur la course, qui gèrent. Et moi, j'aime le Biking Man aussi pour ça. Ça met en valeur l'effort, mais ça met en valeur une région, mais ça met aussi en valeur le don de soi. Et il y a des familles entières qui suivent. Et je voulais vous remercier pour ça, parce que j'aime votre ambiance, j'aime votre état d'esprit. Ouais, Merci Cyril. J'ai hyper ressenti parce que j'ai eu des SMS par exemple de Philippe ou Serge, le motard, même sur le résumé du jour 2, quand je repars du CP2, on le voit où il y a une Race Angel qui dit prudence. C'est maternel, c'est bienveillant. C'est bienveillant. On parlait du soutien. Vous parlez du soutien, Cyril, et c'est vrai qu'on les voit sur les vidéos, ou même nous seuls, mais derrière, j'imagine que tu avais toujours tes amis ou ta famille qui suivaient jour et nuit ta position sur le live tracking et qui t'envoyaient des messages. C'est hyper surprenant parce qu'on peut se dire que sur le vélo, c'est égoïste, on est tout seul. En fait, il y a tellement de soutien, de monde. On reçoit énormément d'amour. Donc, à la fin, j'ai eu tellement de messages d'amour. J'ai dû passer la journée hier à répondre, à dire mais merci, vous êtes géniaux. Oui, vous êtes les amis, c'est juste trop fort, quoi. Oui, mais nous sommes admiratifs, je peux vous le dire, nous sommes admiratifs et c'est formidable. Par contre, vous donnez envie aussi à des gens qui oseraient peut-être pas se lancer. Dans votre manière d'en parler, vous donnez envie de se lancer. Donc, non, bravo, vraiment, bravo. J'ai qu'un mot, c'est ça. Bravo. Bravo à tout le monde. Il faut y aller, c'est que de la patience. Eh ben, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Merci Emilien, bonne récupération. Ouais, merci. Merci à vous monsieur le maire d'être venu pour la première fois sur notre plateau Finish Line pour merci beaucoup ce Biking Man. Et on se dit sûrement un rendez-vous l'année prochaine. Et alors, bien sûr. Axel, c'est une belle édition qui se déroule pour le moment du Biking Man Ora, car on le rappelle, la course est toujours en cours. Mais globalement, c'est une super édition. Elle est plein de rebondissements. Il y a des conditions climatiques qui sont plutôt favorables par rapport à ce qu'on a eu il y a quelques jours dans le Vercors pour le 555. Donc tout se passe bien. Après, il reste encore pas mal de Biking Men et de Biking Women à ramener au bercail. Et j'ai hâte qu'ils arrivent toutes et tous sur la finish line. Et ça se déroule bien, ouais. Allez, on enchaîne avec nos deux nouveaux invités, deux nouveaux finishers. Merci à vous d'être avec nous. Frédéric Monet, on commence par toi. Tu as fini 38e en 76 heures. Oui, exactement. Bravo. Merci. C'était ton 6e départ et ta 4e arrivée. Oui, tout à fait. 6e départ, 6e départ Biking Man, 4e arrivée. C'est vrai qu'on a deux anciens, là, parce qu'à tes côtés, il y a François-Olivier Vécher. Salut François-Olivier, comment ça va? Super. Ça se passe la récup? Content d'être arrivé à bon port. Toi, tu es le spécialiste du Biking Man Ora, puisque c'était troisième fois, oui. Ton troisième fois. Troisième fois en 3 ans. Tu as fait aussi un Biking Man X? Oui, l'année dernière. L'année dernière. Le redoutable. Il était très costaud. Il était pas mal, ouais. Et là, tu as fini 20e en 66h24. Bon, messieurs, là, on est à plusieurs heures après votre arrivée. J'ai envie de commencer par toi, Frédéric. Comment s'est passée ta course? C'était une très bonne course. C'était une course qui a été très, très, très rapide. Je trouve celle-ci, c'est une édition qui a vraiment punché. Atypique peut-être dans le cadre du Biking Man, ou en tout cas des Biking Man que j'ai pu expérimenter, mais très agréable cette dimension un petit peu
punchy sur la route, d'avoir une certaine dynamique, malgré des conditions météorologiques, particulièrement du premier jour sur le vent, mais on en parlera peut-être plus tard. Tu dis atypique, qu'est-ce qui t'a marqué par rapport aux autres courses que tu as faites? Cette volonté de battre des records de temps dans tous les participants. Alors bien sûr, il y a toujours eu le top 10 ou le top 15, comme on peut l'appeler, qui lui va de toute façon pour le temps. Mais le milieu de peloton dans lequel je me situe, généralement au niveau des classements, j'ai remarqué que celui-là était vraiment pour le temps. Mais c'est une autre expérience qui est tout aussi agréable. J'ai l'avantage de connaître un peu le paysage puisque je l'ai fait l'année dernière, le Haut-Rhin. Donc le paysage en soi n'était pas l'élément clé de ce Biking Man-ci. Donc j'ai pu profiter de cette dynamique course. Et tu disais des objectifs de temps. Est-ce que toi, tu t'étais fixé un objectif aussi? Oui. Et tu l'as respecté? Oui, enfin je l'ai même battu puisqu'en fait l'année dernière j'avais fait 101 heures de mémoire. Cette année-ci, j'en ai fait 25 de moins. 104 même, 104h15, je suis en train d'aller chercher tes temps. Même encore mieux. Donc l'idée, c'était effectivement d'optimiser et j'ai même été au-delà des performances, sachant que c'est un Biking Man sur lequel j'étais un peu moins préparé puisque j'avais fait France il y a 4 semaines. Mais j'ai profité de ce Biking Man-ci pour optimiser par exemple les arrêts. Donc c'était sur quelques petits détails de pouvoir les tester. Et la grande partie de ces petits tweaks, de ces petites améliorations se sont avérées bénéfiques pour moi dans la course. Et toi, François-Olivier, FO pour les intimes? C'est ça. Comment c'est Force passé? ouvrière. Force ouvrière. Force sur le vélo. Pour la petite blague. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, comment s'est passée Ah, il ta t'a course, piégé. Parce que j'avais envie de rigoler, mais il faut Pour rester moi, sérieux. c'était un peu, cette course, c'était un peu comme une revanche parce que je me suis cassé le bras il y a un peu plus de 50 jours maintenant en vélo suite à une chute et j'étais déjà inscrit sur ce Donc il y a Biking moins de 2 Man. mois. Il y a moins de 2 mois, c'est ça. Et j'étais vraiment déjà inscrit sur cette course et j'avais vraiment envie de la faire pour la 3e fois. Et après l'accident, pour moi, c'était fini, j'aurais pas pu la faire et au final, j'ai bien récupéré et j'ai pu être présent sur cette course. Et ça s'est bien passé, donc c'était chouette. Pas de bobo. Pas de bobo. J'ai un peu les poignets, le poignet gauche qui est un peu tendu, on va dire, mais ça va. Bon, tu le connais par cœur un peu, ce parcours du Biking Man Haut-Rhin. Qu'est-ce qui te fait revenir à chaque fois? Déjà, l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ma région. C'est une belle région, la plus belle de France pour moi. Mais... Fais pas le de pub. parcours, il est top. On prend toutes les routes les plus pentues. On peut croiser, ça c'est sûr. Si on voit une pente assez raide, on peut être sûr sans regarder le GPS qu'on va passer par là. Donc pour ça, c'est sympa. Ouais. Et il y a encore des endroits qui t'ont surpris par leur raideur, par leur beauté? Cette année, on va dire. Il y a des endroits que tu as découverts peut-être cette année alors que tu les avais fait pendant la nuit, lors des précédentes éditions? C'était plus la première édition en 2021. J'avais mis 74 heures. Et l'année suivante, en 2022, 62 heures. Donc un tour d'horloge en moins. Et j'avais vraiment vu des coins de nuit que j'ai vu de jour en 2022. Donc c'était complètement différent. Donc ça y est, là, tu as fait l'ensemble du parcours de jour quasiment. Sauf le début, forcément. Je suis souvent dans les mêmes chronos, donc ça change pas bien. Mais ce qui est chouette, c'est que je retiens pas tout, forcément. La mémoire, elle a une fin quand même. Et quand je repasse à des endroits, j'ai des flashbacks et c'est beau, c'est fou. Je repasse à un endroit, je sais exactement la fontaine qu'il y a, le débit de l'eau limite. C'est fou. Ouais. Ça économise des heures de préparation et d'étude du parcours. Ouais, je suis pas trop dans l'étude du parcours, j'aime bien y aller, découvrir. Et pour le coup, l'Aura, du coup, que je connais, c'est une préparation sans se préparer, quoi. Frédéric parlait d'objectif de temps. Tu t'étais fixé, toi, un objectif de temps? Oui, alors première édition, du coup, 74 heures. La deuxième, j'ai mis 62 heures. Et cette année, je voulais mettre moins de 60 heures. Donc j'étais à peu près dans les temps dès le début et j'ai pas réussi à aller gratter le temps qu'il fallait pour faire moins de 60 heures. Donc j'ai fini en un peu plus de 66 heures et c'est déjà très très bien, je suis très satisfait. Ouais, on a Axel, là, on est sur des profils qu'on connaît, on est en famille. Et en plus, ils ont déjà fait le parcours. On voit qu'ils améliorent à chaque fois leur temps. Est-ce que le niveau grimpe d'édition en édition? C'est ta sensation? Ce que je trouve intéressant, côté niveau, pour ta première question, je pense que globalement, le niveau se tient par rapport à l'année dernière pour la tête de course, parce que le parcours cette année, il faut le rappeler, il est plus court
que l'année dernière, de 40 km. L'année dernière, il faisait 1060, cette année, il fait 1020. Donc techniquement, la performance d'Emilien, qui est exceptionnelle, à mon avis, elle est dans le même niveau que celle de Rémi Borion, voire peut-être un petit peu moins bonne. Parce que Rémi Borion avait été plus rapide, je pense, compte tenu du kilométrage. Il y avait des conditions météo aussi avec il y avait des chaleur. conditions climatiques qui étaient, à mon avis, plus redoutables parce qu'il y avait vraiment eu effet canicule, les fontaines fermées. C'était vraiment plus compliqué, à mon sens, de gérer sa course que cette année où, certes, il a fait froid, il y a eu du vent, mais c'était plus facile pour le corps en termes d'effort que de la chaleur caniculaire, quoi. Donc je pense que la tête de course en termes de performance se tient. Par contre, ce que je trouve super intéressant avec nos deux ultracyclistes là, c'est que cette quête de l'amélioration du temps, je pense que c'est un bon prétexte aussi pour revenir explorer le territoire et que quelque part c'est la règle du jeu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'ultra distance en autonomie. Finalement, il n'y a pas beaucoup de règles et c'est ça qui est super. S'il y en a une, c'est celle du temps. C'est celle que tu as le temps imparti pour réaliser l'épreuve. Et 5 jours, 120 heures sur le Viking Man. Exactement. Et le fait qu'ils reviennent, ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'ils ont été marqués par la course. Si je fais un lien avec mon expérience personnelle, c'est le Brésil. Parce que le Brésil, je vais potentiellement essayer de le faire une 3e fois cette année. Parce que, voilà, je rebondis sur ce que disait FO. Tu as des sensations, des ingrédients, des choses que tu as vues qui t'ont marqué. Et tu as envie d'aller les revivre et potentiellement d'aller en rechercher d'autres sur des endroits où tu as été peut-être un peu aveugle parce que il faisait nuit, parce que tu étais dans le dur et que tu n'as pas pu mémoriser dans certains endroits du parcours des choses qu'on est allé disséminer, parce que c'est ça le but, au-delà des ascensions et de faire un concours de col. Le but, c'est des œufs de Pâques, hein, c'est d'aller chercher quelque part des paysages, des ambiances, des atmosphères très particulières que tu peux retenir. Mais pour le coup, il faut revenir pour quelque part arriver à toutes les capter. Donc je suis au-delà de l'aspect performance, je pense que c'est un prétexte quelque part d'améliorer son temps pour revenir. Il y avait l'idée d'améliorer le temps aussi pour le décaler justement, pour voir avec une autre luminosité, une autre ambiance. Et là-dessus, j'en ai eu plein les yeux. Donc effectivement, donc c'est ce qui donne envie de continuer parce qu'il faut ça. Je suis pas un athlète qui le fait uniquement pour la performance. C'est peut-être pas le premier driver. C'est le parcours et le fait de le voir effectivement dans d'autres conditions avec un décalage de temps. C'est ce que tu disais. Ça apporte un plus. Bon, après, à un moment donné, à la 24e fois, peut-être qu'à un moment donné, ça pose un problème. Mais en attendant, on y prend du plaisir. Et je pourrais tout à fait envisager de me réinscrire l'année prochaine, peut-être en abordant encore différemment. C'est vrai que les fontaines d'eau vont commencer à être connues, ça va optimiser le temps. Mais voilà, donc finalement, ça va compenser. Je vais peut-être devoir faire moins de vélo cette saison-ci parce que finalement, c'est les fontaines qui vont m'aider. Non, je rigole. Donc oui, ça aide, ça participe. C'est pour ces ambiances lumineuses. Et un paysage à 9h du matin n'est pas le même qu'il est à 21h au coucher du soleil. Ça change tout et ça peut être explosif. Et les deux peuvent être bien, mais c'est gravé. Et surtout que Viking Man, il y a quelque chose d'assez frustrant dans le Viking Man, c'est qu'il y a plein d'endroits sur lesquels on se dit j'ai envie de prendre des photos, j'ai envie de garder ça. Et le fait d'y revenir, ça rafraîchit la mémoire aussi. Donc c'est une expérience qu'on garde qui revient. Donc ça fait clairement partie du Viking Man. Tu t'arrêtes de prendre les photos ou pas quand tu dis tu as envie de les prendre les photos? Alors je crois que l'année dernière j'ai peut-être dû en prendre 20, cette année-ci j'en ai pris 5 à tout casser. Voilà. Après peut-être qu'il y a des lieux qui sont marqués dans ton esprit, par exemple parce qu'il y a eu un moment dans cette course où quel est le fait marquant un peu toi que tu retiens de cette course? Quand je te dis fait marquant, ça peut être des sensations, un paysage. Par exemple, il y a beaucoup de gens parlent du Grand Colombier qui les a marqués par la difficulté. Mais c'est peut-être pas le cas pour vous deux. Le Grand Colombier, alors c'est un monument et c'est toujours très agréable de le faire. À la limite, je l'ai peut-être plus apprécié dans la descente pour l'univers du cyclisme. Rien que de regarder ces sols peints pour du Tour de France, ça remet dans la sensation. Les inscriptions du Tour de France, sur des kilomètres. Tu les vois, donc tu t'imagines. Tu t'imagines. Je ne m'imagine plus à mon âge, mais tu te projettes en tout cas dans le cyclisme et tu vis le cyclisme dans toute sa diversité, de l'ultra qu'on est en train de faire jusqu'à ces ultra performeurs. Donc ça fait partie des éléments que tu peux voir et donc auxquels tu fais attention. En plus, c'est des lieux très fréquentés par les cyclistes, on en croisait quotidiennement, donc ça vous rappelle aussi peut-être ça, cet univers du cyclisme. Ouais. L'univers du cyclisme, et d'ailleurs par rapport à ces cyclistes, je trouve qu'il y a un respect mutuel par rapport à ces cyclistes, on les croise, ils savent très bien qu'ils ont des vélos qui font 6,5 kg et nous on est chargé à 15 kg de moyenne, c'est ça si je ne me trompe pas.
Mais il y a une complicité, échanges. il y a des échanges avec ces cyclistes-là, et ça c'est magnifique. Évidemment, Ils vous demandent qu'est-ce que vous faites. qu'est-ce qu'on fait et donc et nous, on les voit passer, ils ont 5 km/h de plus dans une côte que nous. C'est pas que ça fait mal, mais bon, c'est quand même... C'est le jeu, ouais. Et toi, François-Olivier, il y a quelque chose qui t'a marqué plus qu'autre chose sur cette course? Cette année, c'est surtout la fin, le col des Limouches. Il y a un concurrent belge qui finit devant moi, mais finalement, au classement, je suis devant lui par rapport aux vagues. En me doublant, il me souffle, traîne pas trop. Il y a 2 concurrents derrière, moins de 3 minutes. Et j'attaque à pile le col de Limouches. Et là, mon esprit de compétition, il est rentré en jeu et j'ai tout donné jusqu'au sommet. J'ai descendu à balle et sur le plat encore plus vite. Et j'ai réussi à grappiller du temps et j'ai fini juste devant lui grâce à ça. Et c'était assez sympa. J'avais pas vraiment fait la course contre les autres, c'était plus contre moi-même tout du long. Et à la fin, sur les 25 derniers kilomètres, c'était contre les autres. Et sur 1000 bornes, ça m'a marqué. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui revient toujours dans les discussions, Axel. C'est-à-dire que la plupart évoquent, et vous aussi, vous évoquez cette course contre soi-même. Mais dans les derniers kilomètres, s'il y a moyen de conserver ou de garder quelques places, ça se passe toujours un peu comme ça, Axel. Toi aussi, tu l'as déjà fait d'ailleurs. Hein. Comment ça se fait qu'on part du principe qu'on fait une course contre soi-même et qu'on se fait quand même rattraper par la compète, même si on joue un top 30 ou un top 60? Je pense que c'est la magie du vélo aussi, c'est qu'à un moment donné, il suffit d'observer un gosse qui monte sur un vélo et qui descend la première fois un col. Il suffit de voir sa position, la manière qu'il va avoir de prendre des courbes. Tout de suite, on va se prendre par le jeu de la vitesse et par l'ivresse de la vitesse, parce que c'est la magie de cette machine, c'est de quelque part magnifier notre performance ou notre capacité à se déplacer. Et c'est une des plus belles machines pour ça, parce que on peut aller très vite, on peut se faire griser par la vitesse. Après, toute proportion gardée sur de l'ultra, c'est vrai qu'on a des sensations sur la fin où faire le lien avec FO. Et moi, ce que j'avais vécu plusieurs fois au Brésil et ce que je recherche en permanence, il y a un moment donné sur la fin de la course, ça peut être à 100 bornes, ça peut être à 50, ça peut être à 20 ou ça peut être à plus que ça, même à 200. Des fois, tu as comme un clapet qui va s'ouvrir d'échappement et tu es en mode sport et d'un coup, le corps te donne quelque chose et tu sens une puissance qui arrive. Au final, sur les watts réels, c'est pas explosif, mais dans ta tête, en tout cas, ton cerveau te dit c'est bientôt la fin et il te donne la possibilité de te sentir bien et d'avoir des sensations comme si tu étais en train de faire un effort de VO2 max. Et c'est génial parce que pour le coup, tu vas chronométrer tes arrêts, tu vas essayer de contrôler où est-ce que tu vas t'arrêter pour te ravitailler et puis tu vas faire le jeu de la course, mais qui reste dans des proportions à mon avis qui sont pas celles d'une cyclosportive par exemple, parce que c'est très court. Là pour le coup, tu as fait quand même 800 bornes, tu as fait 900 bornes, tu as fait plusieurs jours d'effort, donc tu es quand même bridé quelque part par la fatigue. Mais il y a quand même le corps qui t'envoie des sensations qui sont super positives, dans le sens où il te fait croire que tu peux envoyer un peu de gaz sur la fin. Moi, hier, j'ai eu le plaisir d'aller chercher un concurrent tard le soir. Là. Et bon, on était à 45 de moyenne là, sur le plateau au niveau de Chabeuil. Et tu l'accompagnes en vélo. On allait l'accompagner en vélo avec Cédric. Avec un autre Race Angel. Un autre Race Angel. Et du coup, je pense qu'il gardera un souvenir mémorable de ça, parce que c'est lui qui m'a dit ça te dit de te faire mal une dernière fois là. Je dis écoute, c'est toi qui fixes les règles, on est derrière. Et il a avoiné comme un dingue, comme un gosse, quoi. Et c'est ça le vélo. C'est super que ça puisse également exister sur des formats de 1000 km, comme si tu avais fait finalement 5 km à vélo, quoi. Oui, et puis l'ultra t'apprend à être un peu capé en permanence, c'est-à-dire que tu ne vas jamais chercher le 100%, donc tu dois toujours avoir un peu de réserve. Et donc finalement, c'est ces derniers kilomètres qui te servent finalement à lâcher tout ce qui te reste, ou tout ce que tu n'as pas pour certains, ou quand tu n'as pas de chance. Mais c'est lâcher finalement, c'est tout ce que tu as contenu pendant 980 km. Est-ce que tu veux dire que l'essentiel de la course, tu gardes toujours une marge en te disant allez, il me reste encore 200, il faut que j'en garde un peu sous le pied, c'est ça que tu veux dire? C'est toujours un peu de te dire voilà, j'ai sur le pied, et surtout, et à la limite peut-être même plus au début. C'est-à-dire que c'est le début de la course qui est finalement, le départ est souvent, pour un débutant en ultra, est assez compliqué, puisque finalement c'est se dire que je suis à 50% de mes capacités, ou en tout cas bien en dessous des capacités réelles, parce que je dois m'économiser, parce que c'est nouveau, parce que et donc ça s'apprend. En tout cas, moi je l'ai appris au fur et à mesure des éditions. Voilà, c'est de le garder, de garder cette réserve cachée quelque part, un peu comme une barre énergétique ou un gel qu'on aurait caché dans une poche en se disant voilà, ça c'est mon dernier truc. Et finalement, une fois qu'on voit le compteur qui dit bon, il reste 20 ou 40 km, c'est de sortir cette cartouche-là, si elle est encore là, et d'en profiter de cette cartouche-là aussi.
avoir plaisir à la sortir. Au fur et à mesure des courses que tu fais, tu pars de plus en plus lentement, par exemple? Parce que souvent, ce qu'on observe avec les débutants, c'est qu'ils ont tendance à vouloir suivre le rythme des meilleurs et gaspillent beaucoup d'énergie dès les premières heures, voire la première journée. Oui, j'ai tendance peut-être à plus regarder même mon compteur plutôt que autour de la course autour de moi. C'est-à-dire, je regarde le wattmètre en me disant, voilà, ok, je ne vais pas dépasser un certain seuil et ma vitesse. Et je ne regarde pas ce qui se passe autour. Il y a des gens très bons qui vont être derrière moi et il y a peut-être des gens qui vont avoir beaucoup plus dur plus loin dans la course et qui vont partir très vite. Mais voilà, après, ce sont des, je les considère pas comme des compétiteurs, mais ce sont des participants pour lesquels on aurait une cyclosportive de 50 km. J'arriverai même pas à la ligne d'arrivée. Connais-toi toi-même. Ouais. C'est exactement ce qu'est en train de décrire Fred. C'est vrai que très souvent, les gens se laissent perturber par tous les événements extérieurs. Et mon rôle, moi, en tant que directeur de course, c'est aussi de créer un contexte avec le parc vélo, tout le check-in, tout quelque part le cérémonial qu'on met en œuvre pour les athlètes. C'est aussi pour les plonger dans des conditions qui vont faire que potentiellement, déjà, ils vont se rendre compte qu'ils font quelque chose de sérieux, parce que 1000 km, ça se fait pas tous les jours, il faut pas le banaliser. C'est quand même quelque chose qui est réservé pas à tout le monde. Mais voilà, ce cocon dans lequel on les met, c'est aussi pour potentiellement créer un émulsifiant où il y a des gens qui vont potentiellement faire des erreurs pour pouvoir apprendre, revenir, se dire tiens là je me suis trompé, pour ensuite apprendre à se connaître et finalement faire mieux sur les prochaines éditions, ou en tout cas prendre des ingrédients et des enseignements pendant l'épreuve qui vont les aider à faire d'autres efforts, des voyages, des choses encore plus longues, des choses peut-être encore plus dingues. Mais moi c'est ça que j'aime observer, ouais. C'est parce que 34e course, ça fait 34 fois qu'il se passe tout le temps la même chose. Au départ, ça part à balle. Je vois des choses, un truc de fou. Ça part à des vitesses qui sont indécentes. Si on regarde les puissances partagées en temps réel, tous les coureurs disent c'est pas possible de grimper le cerf de mur à cette vitesse ou le gerbier de jonc à cette puissance. C'est des efforts de VO2, quoi. Et on a beau le répéter, on a beau dire arrêtez, il faut se calmer, il faut aller doucement. Voilà, c'est ça la compétition, c'est le fait de concourir, d'être ensemble. Et puis, je pense qu'il y en a aussi qui savent, voilà, je suis au-dessus de mes forces. Mais je vais avoir le plaisir quelque part de... Je ne sais pas si tu te souviens, Laurie, c'est ce qu'il voulait faire. Oui. Je vais essayer de faire péter la course quelque part. Oui, je vais essayer de tout donner. Et c'est des stratégies un peu qui s'opposent. Celle de Fred, celle de la gestion. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il décrit. Parce que j'aurais tendance à faire ça. J'ai jamais pris le risque, par exemple, de faire ce que fait Loris. C'est-à-dire de partir à balle et puis d'essayer de faire péter les autres en imaginant peut-être que c'est ce qui va se produire. Parce que c'est des stratégies différentes et que si tu casses le moteur, c'est très risqué, quoi. Ouais. Mais c'est toutes ces stratégies-là qui sont individuelles finalement, qui sont intéressantes à observer. Toi, tu arrives à rester dans ta bulle, François-Olivier, notamment au moment du départ ou Au départ, je suis assez stressé avant le départ de la course, mais au départ, ça va. Franchement, je suis dans ma bulle. Et je pars assez vite, mais je n'utilise aucun capteur de puissance, je ne regarde pas le compteur, j'ai vraiment que le tracé en face de moi. Quand il y a des montées, je switch à gauche pour pas les voir et je roule et basta. Donc tu arrives à rester un peu imperméable à ce qui se passe autour de toi, notamment avec les autres participants. Surtout cette année, en partant en dernière vague, j'ai écouté les conseils d'Axel et c'était une bonne idée. On remonte tous les concurrents et c'est chouette. J'ai pu parler avec beaucoup plus de monde que les années précédentes. Et c'était chouette de partir dernière vague, je conseille ça à tout le monde. Maintenant, personne ne va vouloir partir en premier. Vraiment. Tout le monde qui veut rester dernier. Mais en plus, il y a aussi peut-être l'aspect psychologique, c'est-à-dire c'est plus facile de dépasser les gens que de se faire dépasser. C'est vrai. Les années précédentes, j'étais parti première et deuxième vague. Je me faisais constamment doubler, donc c'est vrai que c'est un coup au moral. Surtout quand on se fait doubler, c'est par les meilleurs. Du bikeman, quoi, et ils nous doublent assez vite, donc ça frustre un peu. Bon, merci messieurs, en tout cas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Frédéric, merci François-Olivier. Merci à vous. Bonne récupération merci à vous deux. maintenant. Oui. Et puis on espère vous revoir bientôt sur un prochain Bikeman. Avec plaisir. Peut-être Laurent, encore une fois, on sait pas. Merci. Allez, salut les gars. 34e, comme tu disais, et toujours des choses différentes. Toujours Les courses ne se des... ressemblent jamais. Exactement, c'est la beauté de... C'est aussi riche qu'un parcours. On a beau le refaire plusieurs fois par an ou chaque année, les conditions vont être différentes. Et en fonction des conditions qu'on rencontre, on a des expériences différentes. C'est toute la richesse de ce type d'épreuve. On est sur 1000 bornes, on voit des paysages extraordinaires, plein d'univers différents. Et il suffit d'une température qui varie, d'un orage à un endroit, de conditions climatiques un tout petit peu différentes. Et d'un coup, ça vient tout changer, tout transformer. Et finalement, nous faire redécouvrir quelque chose qu'on a déjà vu et où on a l'impression de l'avoir connu. Alors
en fait, ça se redécouvre en permanence. Parce que même le climat était très différent de l'année dernière. On a eu beaucoup de chaleur. Et là, il y a plein d'endroits où on est passé. C'était vraiment très très vert, alors qu'auparavant c'était très sec. Et tu avais vraiment l'impression de découvrir des endroits totalement nouveaux, quoi. Le regard change. Tout à fait. Eh bien, on va enchaîner avec nos deux invités, deux nouveaux invités, les derniers invités de cette émission d'ailleurs. Ça va être un moment Race Angel maintenant. Cédric, bienvenue. Merci. Cédric Aignon. Ouais, Première fois que Cédric participe au Bike Man en tant que Race Angel. première fois. Alors Cédric, on le connaît bien avec Axel, puisqu'il nous a accueillis lors de notre aventure, la Belle Évasion au Best Western de Soissons. Un grand souvenir, hein, Axel, hein? Un énorme souvenir avec Cédric, Bah voilà, énorme nous voici souvenir. après maintenant. Ici au Bike, tu as réussi à le convaincre de venir. Pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça s'est déroulé. Au contraire, c'est Cédric qui a gentiment proposé son aide. Et c'est super parce que quelque part, c'est un peu la magie de cette épreuve, moi qui me dépasse et voilà, où tu contrôles plus rien entre guillemets avec les gens qui viennent. C'est que voilà, on le rencontre pendant la Belle Évasion parce qu'il avait répondu présent, il a dit venez, et puis on a passé une sacrée soirée. Je fais un clin d'œil d'ailleurs aux gens qui nous écoutent s'ils veulent aller voir le film de la Belle Évasion, ils verront qu'on a passé un très très bon moment en sa compagnie. Et Sur la quelque chaîne part, YouTube d'Axel. ce qu'on a semé à cette époque-là quand on s'est vu, et aujourd'hui ça se matérialise par un partage cette fois différent. Je vais laisser après Cédric nous raconter un peu on va y son revenir. expérience, Je vais mais présenter c'est d'abord, c'est extraordinaire. C'est une chaîne humaine. C'est une chaîne humaine tout ça. Je vais présenter d'abord son collègue assis à ses côtés, que vous connaissez tous si vous suivez le Biking Man, la légende, notre marshal historique, Serge Guérin. Le premier. Salut. Le premier. Salut Premier. Sergio. Salut, ça va? Comment ça va? Ça va. Je récupère. Tu récupères? T'es fatigué? Un petit peu, ouais, quand même. Ah oui, c'est fatigant le Biking Man, pas que pour les cyclistes. On pourra en parler dans quelques instants. Alors, messieurs, Cédric, on va commencer par toi, puisque tu es le nouveau venu, tu découvres un peu ce que c'est d'être Race Le Angel. rookie, comme vous dites. Le rookie, il faut bien commencer un jour. Hein. Absolument. Alors, comment tu as vécu cet événement de l'intérieur? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ce qui m'a marqué, avec Axel, on en parlait hier, quand on a été chercher effectivement cet athlète, c'est tout ce côté un peu humain, ce qui m'a fait venir d'ailleurs, et l'échange qu'on a eu à l'hôtel, les échanges qu'on a eu un peu aussi hors caméra, on va dire. Et c'est vrai que vous savez aussi que je vous suis depuis longtemps, que la course m'intéresse, que je suis cycliste et que cette expérience, elle permet aussi de répondre à beaucoup de questions. Les peurs qu'on a, les athlètes, ils répondent après. Quand on Tu les parles accueille. en tant que cycliste? Ouais, en tant que cycliste. Et en tant que Race Angel, on comprend tout l'envers du décor. Et moi, je vis dans l'envers du décor dans mon métier. Et c'est aussi... Puisque tu es restaurateur. Ouais, hôtelier-restaurateur. Et ça permet, je pense, d'apporter une aide précieuse pour vous, mais dans une ambiance qui est quand même un peu moins stressante que celle que je vis tous les jours. Et puis avec des gens que j'apprécie et des gens que j'ai découverts et que j'apprécie également. Et ouais, c'est une très très belle expérience que je conseille à beaucoup de gens parce que c'est pas plus dur que ce qu'ils font. Vous attendez pas à dormir beaucoup plus, mais on se marre bien et on le fait sérieusement. C'est-à-dire que réellement on apporte quelque chose aux athlètes et puis il y a une vraie chaleur humaine, quoi. Donc ça y est, tu as répondu à tes peurs, tu t'inscris. Faut que je choisisse laquelle. Dois-je officiellement prononcer notre binôme? Les Cédric? Oh là, du calme. Commence par faire une solo et après Voilà. on verra. Je lèverai mes peurs moi aussi. Je m'attendais à la réponse. Là, tu l'as piégé là. Calma. Ça fait quelques temps qu'il veut Je essayer de sais. participer. Je sais. Il veut se lancer. Ah, j'essaye pas encore. Calma. Pour Ouais, l'instant, non, mais- on travaille. Ça va venir. Mhm. Et alors, tu parlais d'envers du décor. Là, on va passer sur un autre aspect de la fonction de Race Angel avec Sergio. Sergio le Marshal, donc, qui s'occupe de la sécurité à moto. Et là, ça a été une nouvelle expérience pour toi aussi, puisque d'habitude, Serge suit le groupe de tête, comme Axel et moi dans la voiture. Là, tu as été plutôt En serre-file. en serre-file. en accompagnant les derniers qui étaient encore en course. Ouais. et ben, Alors, qu'est-ce que c'est- ça change pour toi? Explique-moi. Alors déjà, ce que ça change, c'est qu'avec les premiers Quelle est l'atmosphère? Est-ce que tu peux comparer l'atmosphère en tête et plutôt en... c'est complètement en- différent. Hein. En tête, ça roule non-stop. Ils dorment très peu. Et en serre-file, tu peux dormir, tu fais des nuits de 5-6 heures, donc c'est pas mal, j'ai bien apprécié. Et surtout, tu vois beaucoup plus de concurrents. Donc tu échanges davantage avec tous les concurrents.
Puis tu commences à, je sais pas, il y a un lien d'amitié qui se crée. Et, Parce que tu les vois plusieurs fois par jour. plusieurs fois par jour et 3-4 jours d'affilée, quoi. Donc, non, j'ai bien apprécié aussi d'être derrière. C'est bien de connaître les deux, en fait. C'est bien de faire les deux. Et puis, je recommencerai notre Bakiman derrière. On peut parler d'expériences totalement différentes, hein, on est d'accord, quand on suit les Ah oui, premiers, oui, ou oui. plutôt les... Ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. C'est quoi C'est, la différence majeure? Tu parlais le fait que tu peux dormir un peu plus, te reposer un déjà peu plus. dormir un peu plus. J'imagine que le contact avec les concurrents avec totalement devant, différent, en vu fait, qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Non, c'est ça. Devant, en fait, tu échanges très peu avec les premiers. Hein. Tu échanges un tout petit peu, mais bon, ils sont dans leur bulle, ils sont dans leur course. Alors qu'avec les derniers, tu peux t'arrêter prendre un café. C'est vraiment différent. Ils prennent le temps de vivre et puis ils apprécient les paysages, ils prennent des photos, ils s'arrêtent manger. Non, c'est pas la même course. Il y a vraiment 2 courses dans la course. C'est plus détendu, voilà, on va dire. Plus détendu, ouais, à l'arrière, ouais, plus détendu. Moi, ça, j'ai bien apprécié. Bon, Axel, tu parlais que ça faisait 34 courses maintenant, Bikeman, que tu organises. Et là, il y a une armée de bénévoles tout autour de toi pour organiser ces courses. Bah voilà comment, ça aussi c'est un autre aspect des courses Bikeman, puisque dans les résumés que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, tout est centré sur les participants. Et tu parlais, Sergio, d'une course dans la course. Là aussi, c'est en parallèle de l'événement sportif qui se déroule, tu as toute une gestion aussi humaine à avoir. Et j'imagine que c'est aussi complexe. C'est une 3e course dans la course en fait. Hein. Sergio, il l'a bien décrit. Il y a effectivement une première course avec la bulle. Il y a une 2e course avec ceux qui tentent d'aller au bout de leurs défis, qui sont... la bulle, tu parles la bulle de course, ça va être le top 10, quoi. Le top 10 des participants qui sont vraiment là pour performer. Après, tout le reste, au-delà de 11 à 150 ou 180 pour la Corse, ils sont là pour essayer d'aller au bout de leurs défis dans les conditions qui sont les leurs, quoi. Donc ça fait 2 courses, et c'est vrai que la 3e course, c'est de faire en sorte de à la fois maintenir, mais aussi faire grandir la sécurité de ce type d'épreuve, la convivialité, parce que moi ça a été le maître mot depuis le départ de cette aventure, c'est de faire quelque chose avec des gens que j'aime et des gens avec qui j'aime bien passer des moments. Parce qu'on passe beaucoup des moments. Parce qu'on passe du temps et que quelque part, du temps, on n'en a pas tous de manière illimitée, et que c'est un privilège à un moment donné de faire quelque chose qui est un travail, parce que moi c'est mon travail de faire ça, mais de ne pas avoir l'impression de bosser, parce que tu es au contact de gens qui te font du bien en permanence et qui sont aujourd'hui, je pense qu'on est en train d'atteindre quelque chose qui était un rêve que j'aurais même pas imaginé il y a quelques années, mais qui est en train de se réaliser avec des volontaires qui pensent avant même que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Chacun se met un peu à sa place sans qu'il y ait vraiment de directives données, et ça, je trouve ça génial, parce que quelque part, t'en fais partie aussi. T'es venu au départ comme ça, un petit peu pas par la chance, mais ce que j'aime moi dans ce format d'événement, c'est que comme les athlètes, tout le monde dans l'orga, volontaire et orga, trouve sa place. Et ça se fait de manière naturelle, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ce qui est très drôle, c'est que tu parles beaucoup de famille, Bikeman, et souvent les gens l'interprètent comme faut avoir fait un Bikeman et être finisher d'un Bikeman pour être une famille. Je rassure tout le monde, c'est pas vrai. Moi je suis Race Angel et je crois que je suis dans la famille. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en discutant avec les athlètes, j'en ai beaucoup qui m'ont dit « Ah, c'est cool ce que vous avez fait ». Maintenant, je pense que aussi à un moment, je vais devenir Race Angel, au moins sur une course, voir ce qui se passe. Ma femme veut devenir Race Angel parce qu'elle m'a attendu, et qu'au final, elle vous a vu, on a discuté avec elle, et c'est assez rigolo. La femme ou mari, hein, je tiens la parité. Mais la famille, c'est ça. La famille, c'est être présent sur les Bikeman et de croiser les gens, et c'est comme ça qu'on rentre. Et bon, voilà, c'est pour ça que c'est assez fort, et le lien est assez fort. Je le dis de manière très drôle. Moi, j'ai passé, on n'a pas encore fini encore, mais c'est intense. Ah, parce qu'on vit tous ensemble. C'est une communauté. C'est une communauté. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui fait que quelque part ça prend autant de force et prend autant d'impact chez les gens. C'est que on a toujours tous et toutes en permanence, on observe des comportements qui nous agacent, d'individualisme exacerbé, de gens qui nous enquiquinent dans le quotidien parce que on est un peu dans la dictature de l'instant, et c'est des choses qui embêtent tout le monde finalement. Tout le monde est ennuyé parce qu'il se déroule actuellement dans le monde moderne ou occidental, et quelque part cette notion de communauté, ça vient raviver le fait d'être ensemble et de faire des choses ensemble. Et un événement, c'est ça. C'est pour plein de gens, c'est compliqué à expliquer pour moi, parce que
Un événement, ça se développe qu'avec les humains et qu'avec les gens qui sont autour. C'est pas parce qu'on fait de la pub, c'est pas parce qu'on fait du marketing que ça se développe. C'est les gens qui contribuent à l'événement qui font qu'à un moment donné, ça prend de l'ampleur. Radio Cyclo, il en fait partie. Tous les partenaires qui nous aident. C'est un partage de valeurs. Et à un moment donné, là, je pense qu'on est vraiment encore sur quelque chose qui est pur. C'est-à-dire qu'on est sur des valeurs partagées où c'est la galère quand même. C'est dur, c'est difficile. On fait le tour du cadran, on dort pas beaucoup. Mais on essaie de faire le max. Et il n'y a finalement pas de petits jeux, pas de guerre d'influence. Voilà, on vient comme on est, et les participants aussi. Et je pense que le choc que vivent les participants quand ils arrivent et qu'ils voient tout le monde, les Race Angels qui se démontent pour arriver à faire en sorte que le spectacle ait lieu, je trouve ça extraordinaire. C'est hyper expérientiel dans plein de domaines. Et merci à Fast Club pour le café parce que je crois qu'on en descend. C'est vrai qu'on en a consommé pas mal. Mais chapeau à Max. Merci. C'est ça. Merci Max. Merci Max. Mais c'est surtout effectivement expérientiel des deux côtés et en plus très organique comme tu le dis. C'est-à-dire que moi qui ai fait en plus le CP1, c'est-à-dire que je fais la finish line, je fais le CP1. Justement pour comprendre qu'est-ce que ça représente d'être Race Angel en tant que demande, toi tu sais que tu étais sur le checkpoint 1. Ouais. Quelle est ta mission et comment ça se passait? Alors, quand je te dis comment ça se passait, c'est en volume d'heures de travail. Volume d'heures de travail. Comment dire, c'est le jour du départ. De présence. De présence, oui. Bah, c'est-à-dire qu'à 5h, on les a envoyés, donc on était déjà réveillés avant pour faire la start. Après, c'est-à-dire 3h du matin, réveil. C'est ça. Alors, accrochez-vous. 3h30. Ensuite, on va dire qu'on démonte, on charge. On est arrivé à 14h sur le CP1. On a eu une demi-heure pour finir de mettre en place, déjeuner. 14h30, la fusée est arrivée. Et à partir de 14h, on parle d'Emilien Motet. Et à partir de là, on a fait ce que nous on appelle chez nous un coup de feu en restauration qui a duré jusqu'à 2h du matin. Donc moi j'ai clôturé à 2h du matin. J'ai dormi 1h10, je crois, si je dis pas de bêtises, pour passer le relais juste pour me reposer. Et pour après, on gère les départs, puisque après le dortoir commençait à se vider. Puis moi, là, mon passé d'hôtelier restaurateur fait qu'à un moment, j'aime bien contrôler un peu le truc et vérifier. Et puis à partir de là, on est parti. Et on a clôturé plus tôt, puisque tout était passé. C'est un flot continu de cyclistes qui arrivent, à qui il faut servir à manger, prendre soin, les diriger, absolument. les accompagner, répondre à leurs questions. Les nourrir, les rassurer. Leur proposer de se loger, vérifier qu'ils sont aussi lucides, puisqu'on parle de gens qui partent très très vite et parfois qui s'épuisent déjà au bout des 257 km, si je ne dis pas de bêtises. De vérifier aussi ceux qui ne sont pas arrivés, puisque on a aussi des gens qui sont arrivés très tôt le matin. Et c'est aussi notre rôle en tant que... C'est pas pour rien qu'on s'appelle les anges, je crois. Les Race Angels. Les Race Angels. C'est de... aussi veiller un peu sur ça et d'avoir un œil sur ceux qu'on connaît, qu'on a rencontrés. On a cette chance aussi de les avoir vus avant la journée pour peser les vélos, pour vérifier tout ça. Donc on a pris déjà le premier contact. Donc on sait aussi par affinité qui risque d'être dans les leads, qui va finir. Et on espère que tous vont finir ou tous vont vivre une expérience. Et donc c'est vrai que avec Sergio, le mardi matin, voilà, on a revalidé que les derniers passaient. Et puis après, on remballe, on revient et on fait la finish line. Donc, finish line jusqu'au samedi matin, 5h. C'est un petit 24 heures, quoi. C'est bien. Et toi, Sergio, ton rôle de marshal, pour expliquer un peu comment ça se passe. Donc toi, c'est pareil, tu travailles comme nous, à 3h du matin, avant le départ. Moi, je suis parti avec la dernière vague. Et puis après, je suis remonté jusqu'au 40e à peu près. Et je suis resté vraiment dans les 40 derniers. Et ensuite, durant toute la course ou durant uniquement la première journée? Non, la première journée. Après, je suis resté plutôt avec les 30 derniers, 20 derniers. Et après, avec carrément la dernière, qui était Elodie, qui avait un gros souci cette année. C'est son premier biking man. Et je suis retourné 2 fois la voir parce qu'elle était vraiment... Elle donc marchait. C'est pareil, tu passes toute ta journée entière sur la route, sur la moto. à leur côté. Ah oui. Sur la moto. Et des allers-retours aussi pour un petit peu checker un peu tout le monde, voir si tout le monde est OK. Et cette année, effectivement, je suis retourné voir Elodie et on en a parlé avec Axel. J'ai appelé Axel, elle était pouvait plus continuer. Donc, elle a pris la bonne décision. On a pris la bonne décision de la faire arrêter. Est-ce que ça fait aussi partie de ton rôle de checker la sécurité? Oui, parce que je pense athlètes, que maintenant, avec avec l'expérience, on arrive quand même à voir si quelqu'un est apte de continuer ou pas. Et aussi en regardant en fonction du kilométrage qui a été fait dans la journée,
sachant très bien que si elle n'a pas fait le minimum 200 km par jour, elle n'arrivera pas au bout, elle ne sera pas finisher. Ça ne sert à rien d'aller se crever voilà. Pour pas rejoindre la ligne d'arrivée. Pas rejoindre la ligne d'arrivée dans les bonnes conditions. Ouais. Donc c'est ça aussi, hein, l'orga du Bikeman, Axel, c'est exigeant pour les cyclistes, mais c'est exigeant aussi pour tout le monde en fait. Tout le monde se fait... c'est une donne à fond, piscine, quoi, en fait. c'est Les une cyclistes se piscine donnent à énorme fond, dans et laquelle les on plonge. C'est comme un cirque. J'aime bien décrire ça comme un cirque dans le sens où on est une troupe. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas Axel qui pilote tout du haut d'une tour. Ça se fait avec des artistes qui viennent, chacun a ses compétences, chacun a une vie. Parce qu'on a des gens qui bossent encore, qui ont une vie pro à côté de ça. Et qui arrivent dans cette piscine et on essaie de faire le max avec une chaîne humaine qui se crée. Moi j'aime bien décrire ça comme une bulle sociale qui se déplace. Imaginons qu'on est tous connectés, les êtres humains, là. Alors même si on a du mal à l'imaginer, pourtant c'est une réalité. Et bien là, d'un coup, il y a une bulle qui se crée dans la bulle globale dans laquelle on fait partie tous. Et cette bulle-là, par contre, la différence, c'est qu'elle est focalisée en termes d'effort, d'énergie et d'attention sur un certain nombre limité d'individus. Donc c'est génial, parce que pendant une semaine, au lieu de penser soit à personne, soit à tout le monde, c'est-à-dire à personne, et ben non, tu vas te focaliser sur les Race Angels et les participants, ou alors, pour le cas de Sergio, les 40 derniers, pour notre cas, à nous, quand on est devant, c'est les 10, 15, 20 premiers, pour Cédric, ça va être toutes les personnes qui vont être dans le checkpoint, et finalement, c'est assez rare de faire ça, parce que dans l'entreprise, souvent, c'est tout le temps la même bulle, dans le réseau privé, c'est pareil, là, on est avec des gens qu'on ne connaît pas. Et quand je fais le parallèle avec le cirque, c'est que c'est une troupe qui arrive, qui se rassemble. Chacun essaie de faire et pratiquer son art de la meilleure manière qui soit. Parce qu'il n'y a que des artisans, dans le bon sens du terme. Sergio, c'est un artisan avec ses mains, mais également en moto. Il est capable de faire des choses extraordinaires, on ne va pas le décrire à la caméra parce que... Conducteur d'élite. Voilà, c'est un conducteur d'élite. Jean-Louis aussi, son frère, avec qui on a passé du temps, c'est pareil, c'est des conducteurs d'élite précieux. Cédric, c'est un organisateur d'élite pour le coup par rapport à son métier. Et il y en a plein d'autres, enfin tous les Race Angels qui sont là. Et c'est des artisans dans leur métier et ils viennent appliquer ce travail dans un événement. Et pour revenir à la notion de cirque, voilà, chaque artiste vient ponctuellement comme ça pendant l'épreuve et je trouve ça génial parce que je le vis au quotidien, on plonge dans la piscine et puis après on revient à la maison et on se remémore les souvenirs, on s'envoie des photos et puis après on replonge dans la piscine et puis à chaque fois la piscine elle est toujours de plus en plus dingue, il se passe des histoires extraordinaires. Puis c'est ça la vie. Axel me disait, c'est plus facile de faire un Bikeman sur le vélo que d'être Race Angel. Pourquoi tu me dis ça? Alors c'est sûr, parce que pour avoir fait les deux, quand on est Race Angel, parce que je me mets dedans, donc imaginez, on pense à plein de choses. Et on est tout le temps dédié à 100% aux autres. C'est-à-dire qu'on regarde en permanence tout ce qui se passe. Alors pour ma part, ça va être l'orga, ça va être les tentes, on a le cerveau qui est tout le temps actif sur quelque chose et sur plein de tâches à la fois, et surtout orienté vers les autres à 100% pour que ça se passe bien. Donc ça va être l'orga, ça va être les Race Angels, ça va être les participants, ça va être l'infrastructure, ça va être ce qui peut se passer aussi sur la route. On a eu un hôtel qui s'est effondré sur le parcours, il a fallu modifier la trace en collaboration avec la gendarmerie, les pompiers. Il y a plein de choses qui se déroulent en off. Météo. Voilà, des conditions météo qui peuvent changer. Bref, tout ça, c'est de l'énergie dédiée à l'extérieur, entre guillemets, de ta bulle personnelle et individuelle. C'est comme mettre sa vie de côté un peu, sa propre vie. Je sais pas si c'est... Toi, ça fait partie de ta vie, c'est ton job. Oui, mais quelque part, c'est aussi quelque chose qu'on devrait faire de manière innée. C'est-à-dire que là, on le fait au titre de l'événement, mais si les gens passaient plus de temps à se tourner vers les autres plutôt que de se tourner vers soi, je pense qu'il y a plein de choses qui fonctionnent mal aujourd'hui, qui fonctionneraient bien mieux. Mais en tout cas, on est dédié aux autres, à 100%. Quand tu es sur la course, tu es dédié à toi et à toi seul. C'est tes règles du jeu, tes conditions. Et c'est ça qui est génial, parce que tu te prépares toute l'année pour jouer à un jeu, et à un moment donné, tu te retrouves sur ce jeu à jouer avec tes règles. Mais tu penses qu'à ça. Tu penses à rien d'autre. Alors bien sûr, tu vas échanger avec tes proches, tu vas être au contact de tes amis, des gens vont t'envoyer des messages, mais tu vas être focalisé que sur ta course. Et ça, c'est aussi beaucoup plus facile, parce que pour le coup, au niveau mental, tu ne penses à rien d'autre. Tous les éléments qui peuvent perturber la vie de plein de gens, parce que tout le monde, on vit tous un peu la même chose, les galères, les douleurs, les souffrances, bref. Ça, tu le mets de côté. Tu mets ton sac de pierre de côté et tu te focalises que sur les paysages, ton effort, le vélo
et vivre une expérience extraordinaire. Donc oui, c'est beaucoup plus facile de faire la course, quel que soit le rythme. Que ce soit un top 5, alors je ne suis pas fait premier, mais top 5 je sais faire, comme top 20 ou top 50, versus Race Angel dédié à 100% aux autres. Et après, à choisir, mon cœur balance, est-ce qu'il vaudrait mieux faire tout le temps la course ou faire tout le temps Race Angel? Je sais pas. Bah, tu fais les deux. J'essaye de faire les deux. Moi, j'essaie de maintenir les deux. Je suis assez d'accord. Venez faire Race Angel et après, allez faire la course. C'est parfois un peu plus dur, vous vous consacrez aux autres. Et comme vous improvisez, vous serez vachement prêt pour l'aventure, pour les improvisations futures sur le vélo. Parce que réellement, c'est vrai qu'on n'arrête pas. On n'arrête pas de penser aux autres et aux athlètes pour leur confort, mais aussi on suit toutes leurs péripéties, les problèmes de dérailleurs, les problèmes de genoux, les problèmes de chevilles. Les chutes, enfin voilà, tout ce qui se passe. Bah, ça tombe bien, c'est ce que tu viens de faire. Tu as fait Race Angel d'abord et tu feras Bikeman ensuite, sur le vélo. Il lâche pas, hein. Promis. Le prochain, c'est le ski. Ouais, j'aime bien charrier. Le prochain, c'est le Scadi. C'est le plus facile. C'est le plus facile. Pyrénées, Je suis Mais moins sinon, sûr. il te reste le Pays Maroc Basque. après, le Non. Bikeman X. L'année prochaine. encore plus facile. L'année prochaine. Bon, bah, merci messieurs d'être Merci. intervenus sur notre Merci plateau de à la vous. finish Merci de line nous pour, avoir invités. pour partager Merci à vous deux. ce que c'est l'aventure des Race Angels, même si évidemment les mots ne suffisent pas à décrire tout ce qu'on vit sur un Bikeman, Axel. Bah, c'est pour ça qu'on est là et Pour que venir. Radio Cyclo nous donne la parole. C'est qu'il y a tellement de choses à dire. On essaye finalement de distiller par la parole ce qui se passe en réel ici, mais C'est qu'un condensé c'est un condensé. Il faut venir voir. Pour comprendre, il faut venir voir. sur le vélo ou parmi l'équipe des Race Angels. Ça sera inoubliable, c'est sûr. Tu parlais de Radio Cyclo. On va remercier Jérôme Armand. Merci Jérôme Armand. Il est Merci, derrière Jérôme. les caméras à Merci, gérer. C'est Jérôme. grâce à Merci, lui. Jérôme. Merci GG. Techniquement, on a pu réaliser cette émission et toutes les autres que vous pouvez voir. D'ailleurs, vous pouvez suivre aussi une partie de l'actualité du Bikeman sur le site de Radio Cyclo, radiocyclo.fr. C'est facile à mémoriser. Continuez aussi de suivre l'actualité du Bikeman, puisqu'on le rappelle, la course n'est pas terminée. Le chronomètre continue jusqu'à samedi matin à 5h. Suivez le live tracking de notre partenaire OAK, également les résumés sur YouTube qui vont continuer jusqu'à la fin. Bref, comme l'avait dit notre maire de Beaumont-les-Valences, Cyril, mangez et dormez Bikeman. D'ici là, moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour les résumés. Et puis, bien sûr, ensuite, il y aura le prochain Bikeman. On le rappelle, le Bikeman Euskadi. Les dates, Axel? C'est début septembre. C'est la première semaine de septembre pour une exploration du Pays Basque et des Pyrénées qui promet d'être exceptionnelle. Avec départ et arrivée à Anglette. Départ arrivé à Anglette, camping Bella Basque. Clin d'œil à Vincent. Salut à tous, les amis.